Donc, je suis David Giovannucci, je suis ravi de vous accueillir au nom du groupe AG2R La Mondiale pour nos manifestations régulières Culture Branche, mettre en avant les accords de branche, c'est l'objectif de notre démarche Culture Branche dans le groupe. Ce matin, nous allons en 1h30 faire le tour un peu d'une question intéressante en lien avec la pertinence des régimes de protection sociale complémentaire pilotés par les partenaires sociaux. C'est notre intime conviction et on va la partager avec des représentants des salariés et des employeurs. Mais auparavant, en 15 minutes, on va essayer de relever le défi avec Alexandre Gartner de faire la synthèse du rapport du HCAM. Alors tout le monde ne connaît pas le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, mais vous allez peut-être le découvrir. On va vous faire une synthèse d'un rapport qui fait des dizaines de pages en 15 minutes, donc vous voyez, c'est un petit exploit. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, au-delà de cette synthèse, c'est de connaître le sentiment des représentants des salariés et des employeurs, les fédérations, les confédérations, valoriser les régimes de branches complémentaires, la protection sociale mutualisée au sein d'une profession produit de la valeur et on voudrait donc le partager avec vous. On sait que tous ceux qui sont connectés ce matin partageaient cette même conviction, mais peut-on mettre des arguments assez précis pour expliquer à quel point tout cela a de l'importance. Alors commençons, si vous le voulez bien, par la synthèse de ce rapport HCAM. Donc vous allez avoir sur le fil de discussion des documents qui vous seront transmis. Nous allons vous mettre sur le fil de discussion le rapport dans son intégralité pour ceux qui veulent lire toutes les pages du rapport et vous aurez une synthèse. Également, à chaque intervention, vous aurez un lien avec les organisations représentées ce matin et vous pouvez intervenir sur le fil de discussion tout au long de ce petit déjeuner. Si vous souhaitez nous poser des questions, on essaiera d'y répondre pendant cette heure et demie qui nous est consacrée. Sinon, on vous transmettra des éléments de réponse ultérieurement. Il n'y aura pas de souci. Alors, le rapport du HCAM sur l'articulation entre assurance maladie obligatoire et complémentaire, donc ce rapport est sorti le 14 janvier, donc oui, on ne tarde pas à venir vous en parler. Un graphique qui vous présente 4 scénarios sur la santé, on parle de la santé complémentaire, la question se pose autour de l'évolution de la complémentaire santé éventuellement, et puis une proposition transversale relative au développement de la prévoyance. Alors, Alexandre Gartner vous parlera de la partie prévoyance, moi je vais vous dire en synthèse les 4 scénarios proposés par le rapport. Vous le voyez apparaître ici, donc 4 scénarios, un statu quo amélioré, le scénario 2, le SIEG, on va voir ce que c'est que le SIEG. Le 3, c'est la grande sécu, celui qui a occupé le plus de pages dans le rapport, d'ailleurs, la grande sécu, qui fait débat, et on comprend très bien, ça peut être un bouleversement de temps. Et le scénario 4, des paniers de soins affectés par acteur. Si nous commençons par le scénario numéro 1, nous voyons donc page suivante. À ce moment-là, on va regarder dans le détail en quoi consiste le scénario 1. Alors, on nous voit bien à l'écran, c'est formidable. Et on va passer le scénario 1. Voilà. Statu quo amélioré. Alors, en bleu, vous voyez l'objectif, donc améliorer le système actuel, pas trop de modifications, mais tenter de simplifier certaines choses. Alors, les principales propositions, est-ce possible de simplifier les règles de remboursement de la sécurité sociale? Le rapport pointe du doigt l'article 4 de la loi E20 sur la problématique des retraités et des conséquences de la mutualisation actuelle sur les retraités issus de la loi E20 qui remonte à 1989. Limiter des exclusions du contrat collectif pour les spécialistes, on parle beaucoup de dispenses d'affiliation. Peut-on réduire les dispenses d'affiliation pour consolider la mutualisation? C'est une question qui est posée. Penser aux micro-entrepreneurs, aux exploitants agricoles, et puis renforcer le rôle de l'UNOCAM, c'est l'Union des organismes de complémentaire santé. Quand on parle de bouclier sanitaire dans ce scénario 1, on évoque la problématique du reste à charge. Donc, serait-il possible d'encadrer le reste à charge de manière à ce qu'il ne reste pas trop de reste à charge pour les plus démunis. Deuxième scénario. Le deuxième scénario, on parle du SIEG. Alors, qu'est-ce que le SIEG? C'est un service d'intérêt économique général. Donc, c'est intéressant de voir sur le scénario
2, que l'objectif serait de généraliser la complémentaire santé à l'intégralité de la population. Plus grand monde n'est exclu de la complémentaire santé, mais il en reste encore, près de 4%. Les principales propositions, les complémentaires santé agiraient dans un cadre fixé par l'État. Remarquez bien que c'est déjà pas mal encadré par de nombreuses réglementations, mais ça pourrait être encore plus important. La garantie d'aller au-delà du panier réglementaire pourrait être modulée par accord de branche. On pointe du doigt cette idée-là, puisqu'on va parler d'accord de branche nous ce matin. Voilà principalement le scénario 2. Scénario 3, alors celui qui a occupé le plus de terrain et qui inquiète énormément de complémentaires santé, vous comprenez, c'est presque existentiel pour les complémentaires santé. Est-ce qu'on pourrait basculer vers une sécu totale, la grande sécu, en modifiant la prise en charge et en la montant à 100%? À ce moment-là, il y aurait une remise à plat donc, de pas mal de choses, suppression des exonérations par exemple sur les contrats collectifs et de l'obligation de l'employeur de fournir une couverture à ses salariés. Le scénario 4, enfin, des paniers de soins affectés par acteurs. Là, le scénario 4 distinguerait le rôle de chacun, le régime de base et le régime complémentaire. Deux paniers distincts. On voit un peu apparaître ça aujourd'hui où il y a une grosse intervention de la sécurité sociale sur le risque lourd et puis un risque plus léger qui serait confié aux complémentaires santé. Mais tout ça serait sous la supervision d'une autorité de contrôle, une régulation publique. On comprend, on ne peut pas sur la santé. Tout ça doit être bien observé, supervisé, contrôlé. On peut tout à fait le comprendre. Voilà en synthèse les 4 scénarios. Lisez dans le détail la synthèse qui vous donne beaucoup plus de détails. Avant de passer au projet de prévoyance, on voudrait vous poser la question suivante. En forme de quiz, sauriez-vous dire ce qui distingue réellement un accord de branche qui mutualise la complémentaire santé au travers d'un pilotage des partenaires sociaux au plan national par rapport à un contrat dit classique ou standard qui peut être vendu par n'importe quel prestataire d'assurance en France auprès d'une entreprise? Sauriez-vous dire la différence entre les deux? Ils se ressemblent furieusement, mais il y a des nuances très très importantes. Pour tenter de répondre à cette question, essayez de repérer les quelques arguments que l'on a rassemblés au travers d'une courte vidéo que vous pourrez retrouver sur le portail Culture Branche. Et notez bien donc ce qui peut distinguer un accord de branche des accords standards. Je lance cette vidéo. Alors, on n'a pas le son. Voilà, on envoie un message rassurant à tous ceux qui ont des problèmes techniques en général quand ils se branchent en vidéoconférence. Ils partagent la même peine et la même souffrance, mais voilà, on relance avec le son. Dans de nombreuses branches professionnelles, les partenaires sociaux ont fait le choix de la mutualisation. Ils ont négocié un régime de protection sociale garantissant une équité de traitement entre salariés d'un même secteur d'activité. Les entreprises qui souscrivent à ce même régime de branche élargissent le périmètre de mutualisation et renforcent la solidarité du régime. Des garanties optimisées et des cotisations adaptées au métier, c'est le point fort de la mutualisation de branche. L'accord de branche s'accompagne d'actions ciblées, répondant aux besoins et aux enjeux de la profession concernée. Définies avec les partenaires sociaux, les actions de prévention participent à l'amélioration de la prise en charge médicale et confortent l'équilibre du régime. Avec la mutualisation de branches, les mécanismes de solidarité fonctionnent pleinement entre les entreprises du secteur, entre les salariés, entre les générations, mais aussi en cas d'accident de la vie, à travers l'utilisation des fonds sociaux de branche. Les avantages de la mutualisation de branche sont aussi financiers. Grâce à l'effet prescripteur de la branche, les frais de distribution sont réduits. Piloté efficacement dans la durée par les partenaires sociaux, l'accord de branche s'accompagne d'une stabilité tarifaire. L'accord de branche est également un gage de simplicité administrative et de sécurité juridique. Clé en main, il évite les formalités, facilite le discours aux salariés et apporte aux entreprises la garantie d'être toujours en conformité.
Au final, en souscrivant au régime conventionnel de branche, l'entreprise accède à une couverture prévoyance santé au plus près des besoins des salariés de son secteur d'activité et bénéficie d'une offre solidaire à forte valeur ajoutée, respectant le droit du travail et sa convention collective. L'entreprise peut pleinement se consacrer à son cœur de métier. Bien, donc vous retrouvez cette vidéo sur le fil de discussion et vous le retrouverez sur le portail. Vous cliquez Culture Branche AG2R mondiale et vous retrouvez ces outils pédagogiques qui sont très pertinents. Vous avez repéré quelques arguments clés, on ne revient pas dessus. Alexandre, donc, si tu peux intervenir, s'il te plaît, sur le projet transverse prévoyance dans le rapport HCAM, s'il te plaît. Bien, bonjour à toutes et à tous, et merci David de me passer la parole. Mais faut-il réellement que je vous parle de prévoyance ce matin, au moment où nous parlons d'un rapport qui parle de l'avenir de l'assurance maladie? Clairement, la réponse est oui, pour deux raisons majeures. D'une part, le rapport du HCAM évoque dans sa dernière partie très largement le sujet de la prévoyance. Et puis la deuxième raison, c'est que le sujet de la prévoyance est un sujet majeur en matière de protection sociale. Alors 5 minutes pour vous parler effectivement de ce sujet de la prévoyance dans le rapport. C'est un exercice qui va être effectivement difficile puisque le sujet est vaste, bien entendu, et puis c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais me livrer de bonne grâce à cet exercice pour permettre à nos invités ici présents et puis connectés à distance d'avoir un temps de parole suffisant justement pour pouvoir réagir, et c'est là l'important des manifestations que nous organisons à travers Culture Branche. Si vous me permettez un mot avant sur le rapport en lui-même, que j'ai trouvé particulièrement riche, et surtout avec beaucoup d'éléments d'analyse, de statistiques, d'infographie, qui m'a semblé venir compléter très utilement les travaux que nous avions menés en fin d'année, puisque nous avions organisé une manifestation Culture Branche sur le thème de la prévoyance. Et je trouve que ces éléments viennent compléter de manière très utile avec un certain nombre d'éléments statistiques qui sont riches. Pour rentrer dans le détail du rapport, alors le rapport fait une double approche. Il fait d'abord un constat, et puis ensuite il fait un certain nombre de propositions. Alors vous avez à l'écran les constats. Le premier, c'est qu'il rappelle l'importance du sujet. Nous sommes sur des risques d'essai, incapacité, invalidité, qui sont des risques lourds dans notre jargon, et qui sont des risques graves pour le grand public et pour chacun d'entre nous. Et il met en avant 3 points majeurs que vous avez à l'écran. Le premier, c'est qu'il n'existe aujourd'hui aucune obligation légale pour couvrir la prévoyance, à la différence de la santé, comme nous l'avons vu précédemment. Et les seules obligations, alors je mets seules entre guillemets, parce qu'elles sont importantes, elles sont majeures, notamment la première d'entre elles, c'est l'obligation de couvrir les cadres à travers la CCN de 1947, et puis les 215 conventions collectives qui permettent aujourd'hui de couvrir plus de 15 millions de salariés en France sur ces risques-là. Alors, le deuxième constat, vous voyez bien, peut-être que c'est un sujet quand même ancien, hein, important de le rappeler, puisque 1947, ça fait plus de 75 ans maintenant, et en même temps, c'est un sujet qui est d'actualité, puisqu'on voit aujourd'hui ce qui se passe dans la fonction publique notamment. Le deuxième point que vous avez à l'écran, les 15 millions de salariés couverts, mais la problématique identifiée, c'est que vous avez une minorité des salariés qui disposent d'un socle complet de garantie, décès, incapacité, invalidité, et quand on parle de minorité, c'est un chiffre moi, qui m'a beaucoup marqué, vous avez moins d'1,5 million de salariés qui disposent de cette garantie complète, qui pose donc un défi en ce qui concerne l'étendue des couvertures auprès de l'ensemble des salariés concernés. Et puis le troisième point, qui est constaté dans ce rapport, c'est l'inégalité des salariés face à la couverture. Nous avons effectivement un niveau de couverture des cadres qui est très bon au regard de cette obligation conventionnelle, importante, et puis également une très bonne couverture dans des salariés des grandes entreprises, et le constat, encore une fois, avec des données statistiques intéressantes à regarder, plus l'entreprise est petite et plus le taux de non-couverture est important. Ce qui pose le problème, effectivement, l'enjeu d'une couverture qui est aujourd'hui considérée comme insuffisante et inégalitaire sur ces risques qui sont considérés comme majeurs. Voilà pour les constats. En ce qui concerne les propositions, alors sans surprise, au regard des constats évoqués, il s'agit d'encourager le développement de la prévoyance. Alors comment faire? Je vous partage ici 3 points majeurs qui sont mis en exergue dans cette partie. La première, c'est l'instauration d'une obligation
de négociation au niveau des branches professionnelles. Et il y a même une sous-partie qui précise qu'en cas d'échec de cette négociation, il pourrait être créé une obligation de financement exclusivement à la charge de l'employeur pour couvrir ce type de risque. Alors, vous l'aurez compris, cette obligation de financement vise à contraindre et à surtout inviter cette négociation à aboutir et ne pas faire qu'une seule obligation de négociation, mais vraiment avec cette intention d'aboutir à un accord qui permettrait de couvrir un maximum de salariés. La deuxième proposition qui vise à permettre une meilleure mutualisation possible sur ces risques importants. Nous savons tous que le sujet de la mutualisation est un sujet pardon, important. Et là, on voit apparaître la notion de co-désignation, ou le retour des désignations en définitive. C'est également une surprise, tant ce terme-là, on sait par le passé, l'avenir qui lui a été, enfin, la situation qui lui est réservée aujourd'hui, le fait de voir réapparaître aujourd'hui le terme de co-désignation est une surprise. Vous avez également, ce titre-là, un long paragraphe sur comment optimiser aujourd'hui le système actuellement en place de recommandations. Et ça rappellera sans doute des souvenirs à beaucoup d'entre vous sur un retour potentiel d'un dispositif d'incitation fiscale, notamment via un pourcentage différenciant sur le forfait social, en fonction de savoir si l'entreprise rejoint l'organisme recommandé ou pas. Et enfin, le troisième point, c'est en cas de défaut d'accord de branche, qui serait d'envisager une obligation pour les assureurs de proposer aux entreprises qui sont considérées comme peu attractives, soit de par leur taille, soit de par leur sinistralité, de leur permettre ces garanties afin de leur faciliter un accès au marché de la prévoyance. En guise de conclusion, vous voyez que ce rapport propose dans cette partie prévoyance de nombreuses propositions, et parfois surprenantes, sans entrer ici dans le détail de l'analyse de la pertinence. Et avant de passer la parole à nos invités qui nous partageront sans doute leur analyse et leur position sur ce sujet, je pense que nous pouvons nous réjouir aujourd'hui que le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie mette en lumière dans ce rapport l'importance de la couverture prévoyance et la nécessaire poursuite des travaux que nous menons, que vous menez depuis de nombreuses années, pour continuer à développer cette prévoyance auprès d'un maximum de salariés, avec une étendue des garanties la plus importante possible, puisque ce sont des risques majeurs. Je vous remercie de votre attention. Merci, excellente synthèse, Alexandre, merci beaucoup. Alors, comme tu l'as dit, effectivement, nous allons maintenant écouter attentivement les réactions de représentants de salariés et de représentants d'employeurs. Vous connaissez notre souci du respect des équilibres et des temps de parole de chacun. Alors, ce matin, vous n'aurez que 2 représentants des organisations salariées, mais on veille dans l'année à ce que les manifestations Culture Branche donnent la parole à chacun, et vous aurez 2 représentants d'employeurs. Là, encore une fois, on essaie aussi d'élargir un peu les interventions aux différents secteurs d'activité qui font confiance au groupe AG2R Mondial dans la gestion de leur protection sociale. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Cyril Chabagnier, président de la Confédération CFTC. Bienvenue Cyril, la Culture Branche. Alors, quelle est la position de la CFTC sur les conclusions de ce rapport HCAM en ce qui concerne la santé? Bonjour à tous, merci d'abord pour votre invitation, très heureux d'être parmi vous. Donc dans ce rapport HCAM, il faut tout d'abord dire que pour la CFTC, on n'a pas de gros problèmes sur le rapport, parce que je pense qu'il pose les bonnes questions et qui permet d'aller quand même au fond des sujets. C'est la première remarque que je voulais faire. Ensuite, peut-être vous dire que le vrai sujet quand même si on va parler financement et si on parle aussi gouvernance, le vrai sujet quand même, c'est les conséquences sur les assurés et sur les paniers de points. C'est ça qui nous importe le plus. Vous dire que les 4 scénarios que tu as présentés, David, sont 4 scénarios qui sont assez extrêmes, et que il n'est pas question pour nous en fait de pouvoir en adopter un de manière intégrale. Ils sont quand même poussés à l'extrême pour nous aider justement à aller au fond des sujets. Mais ils ont le mérite, et je l'ai dit, de nous interroger vraiment sur ce que nous voulons pour améliorer le panier de soins. Vous dire aussi en guise d'introduction que ça reste quand même qu'un rapport, et il faut raison garder un petit peu
sur les conclusions de ce rapport. Tu l'as dit tout à l'heure, beaucoup ont fait de remarques, en particulier sur le scénario de la Grande Sécu. On a entendu beaucoup de personnes s'enflammer sur ce scénario. Ça reste qu'un rapport et il faut raison garder. Et puis, dernier mot introductif, vous dire que pour la CFTC, il y a 3 manques importants dans ce rapport. Il y a un premier sujet qui est la prévention, qui est quand même largement absent du rapport. Un second sujet sur les dépassements d'honoraires, qui, pour vous, les mutuelles ou les IP est un sujet important, puisqu'on dépasse les 3 milliards par rapport au dépassement d'honoraires. Et enfin, le troisième sujet, qui sont les déserts médicaux. Donc, 3 sujets qui sont absents, et c'est bien dommage dans ce rapport. Alors, si je rentre un petit peu dans le détail, mais assez rapidement, des différents scénarios, il y a pour la CFTC 2 scénarios qu'on met assez rapidement de côté parce qu'ils amènent pour nous une dégradation du panier de soins. Premier scénario, sur la grande sécu. Si je voulais le résumer en une phrase, je dirais qu'il est beau sur le papier, mais qu'il est mauvais pour le panier de soins. Tout simplement parce que le panier de soins, c'est quelque chose qui est dynamique. Et le rapport HCAM, en fait, il a une vision statique. Il prend une photographie à un moment donné. Et on sait tous que les besoins de demain, ils vont forcément évoluer. Et du coup, qui prendra en charge ces besoins? Parce que les mutuelles, dans ce scénario, sont quand même un peu réduites à peau de chagrin. La sécurité sociale est déjà quand même assez en déficit. Donc, s'il peut répondre à la limite à un moment T à une problématique, il n'est pas adapté à l'évolution du panier de soins et à l'évolution surtout des besoins que les salariés auront demain. En même temps, on fait aussi un peu, on tire un trait et c'est l'exit sur l'année 2013, ce qui n'est pas une très bonne chose. Et puis, au niveau de la gouvernance, clairement, on donne les clés du camion à l'État. On est dans un scénario un petit peu tout à l'étatisation, même si on est un peu habitué à aller vers une étatisation de plus en plus présente. Là, on donne carrément les clés du camion, ce qui évidemment nous pose à la CFTC un certain nombre de problèmes. Le deuxième scénario qu'on exclut très rapidement, c'est le scénario 4. Alors ça a un mérite, entre guillemets, c'est une clarification, car chacun des interlocuteurs, que ce soit la sécurité sociale et les mutuelles, remboursent des soins différents. Donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement clair. Mais on n'est plus dans des contrats collectifs, donc on n'est plus dans des contrats responsables. On l'a vu un petit peu avec la vidéo tout à l'heure. On est dans une logique individuelle, du chacun pour soi, une logique qui est purement mercantile. Ça remet pour nous en question tout le travail de solidarité qui a été fait par vous, les IP ou les mutuelles. On donne une place importante au lucratif, donc on ouvre clairement la porte au portage assurantiel. Donc c'est un modèle à un mot qui est trop libéral. Et alors au niveau de la gouvernance, honnêtement, on ne voit plus du tout où est notre place, clairement. Donc ces 2 scénarios, on les exclut vraiment assez rapidement. Il y a des modèles, les 2 autres, qui sont plus intéressants. On a le scénario 1, tu l'as présenté David, où on ne bouleverse pas tout, on essaye d'améliorer, notamment pour les contrats de sortie de groupe pour les retraités, sur les patients hospitalisés, avec la forfaitisation. Le problème, c'est que même si dans la présentation, on a dit que c'était parfois pour simplifier, quand on rentre un peu dans le détail du rapport, on se rend compte quand même que pour régler les problèmes, souvent on crée quand même des usines à gaz. Et je sais que vous n'êtes pas forcément très friand des usines à gaz. De toute façon, on a quand même une certaine habitude quand on veut simplifier, de largement complexifier les choses. On ne résout pas du tout les problèmes de dépassement d'honoraires que j'ai pu citer en introduction. On ne s'intéresse pas aux pratiques tarifaires. Par contre, d'un point de vue gouvernance, ça reste inchangé. Donc, de ce point de vue-là, ça nous va très bien. Donc voilà, donc c'est intéressant. Certains problèmes ne sont pas résolus avec ce scénario, mais
il est à creuser et on peut évidemment s'y intéresser. Puis il y a le scénario 2, côté universel. Donc c'est le scénario qui plaît le plus à la CFTC ou qui nous déplaît le moins, je ne sais pas comment il faut le présenter. Parce qu'on n'a plus de complémentaires santé qui est lié au statut, donc on a un caractère universel, et vous savez ô combien à la CFTC on est attaché au caractère universel. Je sais que ça fera un grand débat, donc les collègues ne peuvent pas forcément réagir là en direct, mais le côté universel fait grandement débat. En tout cas, nous, à la CFTC, on y est très attaché. Même s'il y a peu de personnes qui ne sont pas couvertes aujourd'hui, on sait qu'on est à peu près encore entre 4 et 5% de personnes qui ne sont pas couvertes. Donc là, on couvre tout le monde. C'est quand même un grand avantage. C'est quelque chose aussi qui ressemble, d'ailleurs, c'est cité dans le rapport HCAM, qui ressemble fortement au régime local Alsace-Moselle. Et vous savez aussi l'attachement de la CFTC, cette région qui est un peu notre bastion, à ce régime local Alsace-Moselle qui, pour nous, fonctionne plutôt bien et où le niveau des prestations et les taux de cotisation sont vraiment définis par un conseil d'administration au siège des partenaires sociaux. Après, ce modèle, il est pas parfait, évidemment. Il faut des garde-fous. Il faut qu'on puisse vraiment octroyer de nouvelles marges de manœuvre aux partenaires sociaux, dans la gouvernance du siège en particulier, et puis aussi dans la mise en place de ce que pour appeler un troisième étage un peu autonome de négociation, qui serait celui de l'accord de branche. Donc intéressant, mais avec des garde-fous. Et pour conclure sur ça, je dirais que des 4 scénarios à la CFTC, on aimerait bien mettre en place un 5e, si on pouvait aller jusque-là. Et donc on serait favorable à un scénario 5 qui serait partir du scénario 2, auquel on pourrait prendre quelques améliorations du scénario 1 et dans lequel on pourrait rajouter le sujet de la prévention, du dépassement d'honoraires et des déserts médicaux. Et là, on a un scénario qui, franchement, serait pas mal. Donc ça fait un scénario 5 fait 1 plus 2 égale 5. Qui fait beaucoup de 2, un peu de 1, avec le rajout de ce qui manque et qui fait un 5. Très bien, reprenez le tableau avec les pour bien vous retrouver. Effectivement, service d'intérêt économique général, c'est intéressant comme expression. Il y a une dimension sociale dans l'intérêt de mutualisation qui n'est pas forcément mise en évidence dans le ciel, mais en tout cas, on comprend. Merci beaucoup, Cyril, pour cette synthèse assez complète. Et alors, sur le volet de la prévoyance de ce rapport, quelle est la position de la CFTC? Alors, sur le volet prévoyance, alors d'abord, évidemment, on note, mais Alexandre l'a dit, que le rapport a mis un accent important sur la prévoyance, et évidemment, on peut en être que satisfait parce que c'est un sujet vraiment capital pour nous. Alors, il y a quelques constats, très brièvement. Il y a des constats qu'on partage avec le rapport HCAM, en particulier sur le fait que les niveaux de couverture sont évidemment très hétérogènes et qui varient en fonction des territoires et qui varient aussi en fonction de la taille des entreprises et des branches d'ailleurs. Un constat aussi sur le tout concurrentiel, avec justement la question que tu as abordée, Alexandre, sur la désignation par rapport à la recommandation, qui entraîne quand même un risque de voir refuser des entreprises petites ou à forte sinistralité. Parce qu'à bout de moment, quand il y a, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de peut-être revenir à de la désignation, parce que quand on est sur de la recommandation, les contrats les moins intéressants, on n'a pas forcément envie d'aller les chercher auprès de ces entreprises-là. Ce rapport parle aussi de la nécessité, évidemment, de développer, je l'ai dit, la prévoyance avec de la négo collective de branche comme outil crucial, évidemment, à ça, on est très attaché. Et je prends ma petite fiche parce qu'il y a une citation dans le rapport, je vais vraiment vous dire, sur lequel je m'inscris totalement. Le rapport dit que la prévoyance et l'objet social au sens fort du terme a été paradoxalement le laisser pour compte, restant à la marge des enjeux de construction du marché de l'assurance complémentaire, et pourtant, elle porte en elle les caractéristiques d'un déploiement social vertueux. Dans cette phrase qui a été donnée par le HCAM, moi je m'y inscris totalement et je pense qu'on est vraiment là-dedans. Alors après, il y a
deux, trois remarques, enfin, en tout cas une en particulier du rapport HCAM qu'on ne partage pas à la CFTC. C'est l'idée qui est un peu chuchotée, parce que ce n'est pas complètement dit ouvertement, en tout cas on le comprend comme ça, d'un redimensionnement en fait, où on pourrait isoler les garanties de prévoyance qui sont attachées au risque d'essai des autres besoins que sont la maladie, la maternité ou encore l'invalidité. Et si on peut comprendre une certaine logique, je ne trouve pas que ce soit pertinent à la CFTC vraiment de mettre à l'écart ce risque d'essai, parce que ça empêche d'avoir une vision globale et ça ne permet pas justement d'appréhender ce qu'on pourrait appeler la perte économique vraiment qui pourrait survenir. Donc voilà pour très brièvement faire un petit constat. Au niveau des propositions de la CFTC, quelques propositions. Premièrement, instaurer une périodicité de négociation obligatoire au niveau des branches professionnelles sur la prévoyance. Deuxièmement, on pense qu'il serait intéressant de négocier un ANI cadre sur la prévoyance, qui pourrait d'ailleurs justement prévoir cette négociation obligatoire. Il faut absolument faire une place aux aidants dans le périmètre de la prévoyance obligatoire. Ça nous paraît être crucial. Et d'ailleurs, de manière plus large, la CFTC est évidemment favorable à la généralisation d'une assurance complémentaire pour la perte d'autonomie. On a un sujet qui est crucial aujourd'hui, la perte d'autonomie, dépendance, ça doit absolument faire partie intégrante de la prévoyance et des rapports qui peuvent en découler. Donc voilà, rapidement et brièvement, les propositions de la CFTC. Excellent, merci beaucoup Cyril de cette intervention. On note précieusement toutes les remarques qui ont été faites. Alors, juste avant de passer à la deuxième intervention, je voulais juste vous préciser, vous avez vu, on a changé de cadre. On est en fait dans les bâtiments près de la gare de Lyon, entre Bercy et puis la gare de Lyon. Un bâtiment qui s'appelle Vivacity, c'est là où se trouve la direction de l'accord de branche. On est ravis de vous accueillir pour la première fois. Véronique, c'est un studio en fait, on s'est un peu équipé entre-temps. Teams, ça ne coûte pas trop cher et on a un matériel adapté pour vous accueillir. Voilà, je voulais vous le dire. Du coup, malheureusement, Pascal Gauzy n'a pas pu nous rejoindre ce matin, mais en distance avec nous, on va voir apparaître Pascal Gauzy, que j'ai plaisir de vous présenter, donc, qui est présidente d'une structure patronale qui s'appelle Union Sport et Site et qui est chef d'entreprise. Union Sport et Site a une double adhésion, CPME MEDEF pour information. Eh bien, Pascal, est-ce que vous voulez bien vous présenter et nous éclairer sur votre vision de la pertinence des régimes de protection sociale avec votre expérience dans la branche professionnelle? On vous écoute. Oui, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Je vais me présenter brièvement pour vous expliquer pourquoi je suis arrivée à la présidence de la fédération l'Union Sport et Cycle, mais avant tout, j'avais envie de dire que malgré mes 50 ans, je suis fille de commerçant. Et le lien avec le sujet du jour, c'est que ce soit une petite entreprise où aujourd'hui, je dirige 4 points de vente sous l'enseigne Sport 2000 dans le domaine des ventes d'articles de sport dans la région Rhône-Alpes. L'important de ces deux générations, c'est de marquer la vie des hommes dans l'entreprise et le besoin que nous avons de les soutenir au quotidien et surtout dans leurs problèmes, dans les risques et les problèmes qu'ils peuvent traverser. Donc, voilà, donc aujourd'hui, je suis présidente de l'Union Sport et Cycle et c'est à ce titre que je suis avec vous ce matin. C'est une fédération professionnelle de 1700 entreprises, 500 marques et fabricants d'articles de sport, 3000 points de vente sur le secteur de la distribution d'articles de sport également, tout le monde du cycle et de la mobilité et 2000 établissements sportifs, ce qui représente 80 000 salariés. Voilà. Donc, pour revenir sur le sujet, oui, notre branche sport-loisirs est très attachée à la protection sociale complémentaire négociée par les partenaires sociaux. Nous avons d'ailleurs un régime de prévoyance depuis 1994, c'est-à-dire quelques années après la signature de la convention collective. Donc, pourquoi ce régime ?
Il s'agit tout d'abord évidemment de protéger les salariés et leurs familles des conséquences financières des aléas de la vie, des risques lourds. Je viens de vivre en décembre dernier, pour vous donner un exemple concret, la perte d'un collaborateur depuis plus de 20 ans à 2 mois de la retraite. Vous pouvez imaginer le choc et la tristesse au sein de nos équipes et le rôle de l'entreprise dans l'accompagnement de la famille. Donc voilà, on n'est pas préparé à ça. Donc il s'agissait aussi, et la vidéo le montre très bien, de mettre en place un système de solidarité, solidarité entre les salariés, entre ceux qui se portent bien, ceux qui ont des petits problèmes de santé, les plus jeunes, les plus âgés, les salariés chargés de famille et ceux qui n'en ont pas. Donc une solidarité entre les salariés, mais également une solidarité entre les entreprises, entre les grandes entreprises et les TPE, PME. Et d'ailleurs, notre branche regroupe est constituée à 80% de TPE, PME. Du coup, un régime de branche, c'est également l'assurance pour le chef d'entreprise de bénéficier d'une couverture adaptée, car négociée par et pour les entreprises de la branche, en prenant en compte leurs spécificités. Il ne faut pas négliger non plus le gain de temps et la sécurité juridique qu'offre un régime négocié de branche pour un chef d'entreprise. Enfin, je pense que là, avec tout ce que j'entends ce matin, je peux vous dire que nos métiers au quotidien n'ont rien à voir avec la protection sociale. Donc oui, évidemment, les partenaires sociaux ont toute légitimité pour créer, développer et piloter les régimes de protection sociale complémentaire. La branche est certainement le niveau le plus pertinent pour adapter les garanties aux caractéristiques des entreprises, mais aussi aux problématiques de branche, pour mettre en place une mutualisation et la gestion de ces risques et pour piloter le régime année après année et le maintenir à l'équilibre. Apparemment, c'est d'ailleurs pas toujours facile de pouvoir arbitrer en cas de déséquilibre, surtout quand ceux qui ne sont pas forcément liés à la sinistralité du régime lui-même, mais plutôt à des décisions politiques ou d'équilibre financier d'autres régimes. Il est donc extrêmement intéressant, au-delà des 4 scénarios qui ont été rappelés en matière de frais de santé, que le rapport préconise la généralisation des régimes de prévoyance et mentionne la clause de désignation dans un domaine où la mutualisation est vraiment essentielle. Excellent, Pascal. Merci beaucoup. Alors, j'ai beaucoup apprécié votre commentaire sur l'idée de solidarité. Effectivement, la mutualisation n'est qu'une technique pour favoriser des solidarités, et vous l'avez décrit, entre salariés, mais aussi entre entreprises dans une même branche. C'est très, très pertinent. Merci beaucoup. Et donc, Pascal, en quoi le rapport HCAM vous a-t-il interpellé, en fait? Alors, ce qui m'interpelle, mais c'est sûrement une déformation professionnelle, c'est le silence du rapport sur la prévention. Sur toutes ces questions de protection sociale, on doit aussi être dans une culture de la prévention. On en parle en matière d'accident du travail, on devrait aussi en parler en protection sociale, ça nous paraît indispensable. Dans notre secteur, par exemple, ce qui ne devrait pas vous étonner, on est très sensible au sport santé, aux bienfaits de l'activité physique et sportive. Donc, alors, je ne parle pas forcément d'exploits sportifs, de médailles, de performances, mais surtout de bouger dans son quotidien. Tout le monde a pu ressentir ce besoin pendant le confinement, on en a largement parlé. L'activité physique et sportive, c'est le lien social, c'est le bien-être physique, mais également psychologique. C'est le prendre soin de soi au même titre que veiller à une bonne alimentation ou à son sommeil. Donc, même si 90% des Français disent qu'il est important d'être en forme, il existe de fortes disparités, par exemple entre les hommes, les femmes, selon les catégories socio-professionnelles, les âges. On a donc un enjeu pour ceux qui font une activité physique
qu'ils en fassent peut-être mieux, mais surtout de mettre le pied à l'étrier et de savoir toucher ceux qui n'en font pas du tout. Les études montrent par ailleurs le lien entre activité physique adaptée et meilleure santé, ou meilleurs résultats dans le combat contre certaines maladies graves. Donc, il s'agit d'une activité adaptée, avec un cahier des charges précis, qui peut faire référence pour les médecins ou le personnel médical ou paramédical. C'est un programme pertinent par rapport à la pathologie et à la situation de la personne. Un programme qui est recommandé par les professionnels de santé. Et pourtant, on essaye de faire passer le message, mais le ministère de la Santé est très hermétique au sujet, alors que de nombreux médecins et professeurs partagent notre conviction. Donc, évidemment, le sport santé est une composante de la prévention. Ce n'est pas la seule, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est celle qui me tient à cœur et dont je voulais partager avec vous. Très bien, merci beaucoup Pascal Ngozi, c'est extrêmement clair. C'est vrai que votre branche, elle est plus que les autres en mesure de véhiculer des messages autour, y compris de son activité. Donc si les 80 000 salariés de la branche se mettent à véhiculer des messages, ça rajoutera une dimension prévention au message sur le lien entre l'activité physique ou le sport et la santé. Ça rejoint l'intervention de Cyril Chabalier tout à l'heure sur la CFTC, le fait de ne pas avoir parlé de la prévention. Vous avez raison. Alors, ça nous touche en plein cœur, ce que vous nous dites sur la prévention. Vous savez à quel point on est attaché à essayer d'accompagner, nous, les branches. Et d'ailleurs, je cite un chiffre très pertinent. Ça remonte à une manifestation Culture Branche de l'année dernière. On avait fait intervenir le professeur Grégory Nino de Montpellier, avec qui on travaille, sur la modélisation de ce que l'activité physique adaptée permet de faire pour lutter contre la récidive des cancers. C'est impressionnant, la chute de la récidive des cancers liée à l'activité physique adaptée. Alors, ce n'est pas le sport. D'ailleurs, ça fait peur le mot sport souvent, Pascal, sans vouloir vous vexer du tout. Mais c'est vrai que l'idée de sport, pour quelqu'un qui n'a pas été habitué à se mettre en mouvement, ça peut effrayer. Mais activité physique adaptée avec des gens qui accompagnent spécifiquement sur la bonne activité physique adaptée, ça peut être extrêmement important, additionné à de la nutrition, une nutrition aussi en canal. Excellent, j'étais ravi de faire la connaissance de la branche Union Sport et Cycle. Merci beaucoup, Pascal. Eh bien, la parole va être donnée à Mireille Dispo désormais. Donc, Mireille, je commence à être habitué, Mireille, à échanger ensemble dans nos manifestations Culture Branche. On est ravis, de ça. Mireille, vous êtes secrétaire nationale confédérale de la CFE-CGC, en charge de l'égalité des chances et de la santé au travail. Quelle est la position de la CGC sur les conclusions du rapport HCAM? Et puis, j'aimerais bien que vous disiez un mot sur les coulisses de l'élaboration du rapport. On aime bien les coulisses. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, je vous remercie pour cette matinée d'échange, mais je vais peut-être répondre à votre question de façon un petit peu détournée, si vous m'y autorisez. Parce qu'effectivement, en France, on a une architecture dite mixte singulière, c'est l'expression qu'on emploie. On a d'un côté les régimes obligatoires, de l'autre côté les régimes complémentaires. Et je crois que dès l'origine et au cours du temps, on a assisté à un brouillage de pistes. Donc j'aimerais m'attarder un petit peu avec vous sur ce brouillage de pistes parce qu'il est assez intéressant. Et j'aimerais aussi évoquer, je n'oublierai pas bien sûr les coulisses de HCAM, mais évoquer et revenir sur les régimes complémentaires parce que on a eu une petite animation très intéressante tout à l'heure et je pense qu'il y a quand même des points de vigilance qui me paraissent importants. Alors, sur le brouillage de pistes, on a quand même quelques signaux forts. Alexandre nous a très brillamment fait la synthèse du HCAM sur la partie prévoyance. Et effectivement, quand je parle de caractère paradoxal, quand les régimes obligatoires ont été mis en place en 1945, la prévoyance, elle était exit, il n'y en avait pas. Et il a fallu Alexandre l'a rappelé, une convention collective nationale qui a été conclue en 1947 pour que finalement, et encore, elle ne concernait que les cadres, pour que le caractère obligatoire de cette couverture
finalement apparaissent. Bon, je pense que c'est un élément qui n'est pas négligeable. Et au cours du temps, on a généralisé la complémentaire santé. On y a adossé en corollaire le dispositif 100% santé, c'est-à-dire en clair, eh bien, quand on a besoin de lunettes, on est remboursé, on est couvert obligatoirement. Par contre, quand on a la malchance d'avoir son conjoint qui décède, eh bien, débrouillez-vous comme vous pouvez, il n'y a rien de prévu. Donc c'est vrai, par rapport à ce rapport, il y a un point sur lequel nous souscrivons totalement, hein, Alexandre l'a rappelé. D'abord, il pointe cette réalité qui est quand même assez extraordinaire. Hein. Depuis 1947, les choses n'ont pas évolué sur ce sujet, alors qu'on parle quand même du décès, de l'invalidité, de l'incapacité. C'est quand même autre chose qu'une paire de lunettes. Et effectivement, le HCAM évoque l'idée dans une proposition transversale de négocier au niveau de la branche et à défaut instaurer une obligation de financement à la charge de l'employeur. Bien sûr que nous retenons tout à fait cette proposition. J'ai entendu que Cyril allait jusqu'à imaginer un ami. Sur ce coup-là, on est complètement en phase. Nous, on a essayé de travailler sur le sujet en absence de dispositions obligatoires, en poussant auprès de nos branches une offre socle qui nous paraît pertinent de mettre en place. Et d'ailleurs, cette offre socle, on l'a imaginée à partir des garanties d'essai historiques, mais évoluée au regard de la couverture arrêt de travail et des aidants, bien entendu, puisque le vieillissement de la population nous a amené à penser que c'était quelque chose de très important. Donc là, il y a un chantier qui est à ouvrir. Donc ça, c'était le premier constat sur le désengagement. En fait, là, on est face à un désengagement. L'autre constat par rapport à ce désengagement, bah, vous le vivez, vous le savez, quand vous évoquez le dispositif sur la santé que vous avez mis en place au niveau de la G2R, bah, finalement, on a une architecture où on prend certaines choses, mais on en laisse à d'autres, et on est bien content que les complémentaires fassent à la place. C'est l'expression que je me permettrai d'utiliser. Donc voilà, on est sur ce contexte. Et puis, il y a l'autre côté du balancier qui est l'étatisation. Et là, on parle ce matin du HCAM, mais je voudrais tout de même insister sur le fait qu'on est sur une trajectoire. Le HCAM, ce n'est qu'un des éléments de ce que je considère comme étant des faisceaux d'indices. Je vais en citer quelques-uns. Sur l'assurance chômage, bah, il ne vous a pas échappé que les dernières règles d'indemnisation, bon, bien sûr, nous n'étions pas favorables, puisqu'il s'agit de la dégressivité de l'allocation pour certains bénéficiaires, dont nos populations, eh bien, nous avons perdu la main. Sur les retraites complémentaires, depuis la loi de finances 2022, la loi de finances de la sécurité sociale 2022, elles sont intégrées dans l'annexe. Vous avez tout ce qui concerne l'adaptation, on en a parlé, mais sur un autre aspect du régime social et fiscal de faveur, là, qui vient de faire l'objet d'une nouvelle réglementation pour adapter justement l'évolution dû au fait qu'il n'y a plus de convention collective de 47, mais un ANI de 2017, donc il a fallu remettre tout ça en musique. Mais ces dispositions réglementaires, pour moi, elles conditionnent l'offre des organismes d'assureurs et de leurs clients. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Alexandre, c'est que comment incite-t-on? Et c'est au travers peut-être de ces dispositifs, mais si les règles sont fixées par l'État, c'est un peu compliqué. Vous avez aussi une nouvelle interaction entre les régimes obligatoires, enfin les régimes de base et complémentaires. Il ne vous a pas échappé qu'il y a maintenant le recouvrement des cotisations Agirc-Arrco par les URSSAF. Donc là, on est privé-public et c'est public qui recouvre les cotisations. Donc, autre signe fort, je crois, qui sont intéressants,
C'est un projet de loi qui a été mis sur la table il n'y a pas très longtemps sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale et qui prévoit d'en rénover les modalités, notamment avec un projet d'instauration d'une règle d'or. On est loin de l'ONDAM là. Et je pense qu'effectivement, tout ça me paraît constituer des faisceaux sur lesquels il faut être très vigilant. Je voudrais citer en dernier le rapport de la Cour des comptes, c'est pas rien, de juin 2021, il est récent. Qu'est-ce que dit ce rapport? Les complémentaires, un système très protecteur, mais peu efficient. Je crois que ça nous renvoie quand même à beaucoup de choses. Alors là, effectivement, en janvier est tombé le rapport du HCAM. Vous en avez fait la synthèse, je ne vais pas revenir dessus. Peut-être sur le côté croustillant des coulisses, dire qu'effectivement, c'est une instance de réflexion dont je ne me permettrai pas, que je ne me permettrai pas de critiquer en soi. Je dirais que peut-être les conditions dans lesquelles les réunions se sont tenues dans le contexte de la pandémie, près de 70 personnes en visio, c'est pas simple, avec donc des sujets quand même très graves. Il faut savoir que à ce haut conseil siègent les représentants des partenaires sociaux, je me permets de les citer en premier, mais aussi les représentants de la CNAM, de la CNSA, des complémentaires de ces types où je siège. Effectivement, étaient, comme nous, partenaires sociaux, très désolés de ne pas avoir pu s'exprimer comme il aurait voulu. Alors, il y a ça, je le mets sous le contexte conjoncturel, mais il y a aussi le fait que c'est assez exceptionnel. Ce rapport, en fait, et c'est dit dans le préambule, il n'est pas, il ne représente pas un consensus. Et c'est rare. Un rapport représente toujours un consensus avec les plus et les moins. Et là, ça ne représente pas un consensus. Et nous, au niveau de la CFE-CGC, on avait demandé à ce qu'on annexe nos propositions. Ça n'a pas été accepté. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'engage pas les membres du HCAM, ce rapport. Donc il est là. Je crois qu'il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'il n'en est. Il faut rappeler quand même qu'il s'inscrit dans un contexte politico-économique qui tend à amener certains détracteurs à bouleverser les choses. Voilà, mais il est quand même là. Donc, c'est comme tout. Il ne faut pas l'ignorer, mais il faut raison garder. Alors, au plan d'économie générale, vous avez présenté les 4 scénarios. Moi, ce que je peux en dire, c'est que globalement, il me semble que tous les scénarios remettent en cause le système actuel. Donc, ils tentent tous, d'une certaine façon, c'est la lecture que moi j'en ai faite, de renforcer l'intervention publique, soit dans le financement, soit dans la régulation. Et effectivement, la logique de la complémentarité entre l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire, pour moi, dans les 4 scénarios, elle est remise en cause. Bon. Ce qui nous pose un problème, puisque nous pensons que justement cette dynamique offre un certain nombre d'intérêts, j'y reviendrai tout à l'heure, et on voit bien que sur certains scénarios, eh bien, on cantonne l'assurance maladie complémentaire à un rôle très résiduel, voire inexistant, voire on transforme en surcomplémentaire. Donc, il y a une évolution par rapport à ces propositions qui ne sont pas neutres. Je dois dire, y compris sur le sort qui pourra être réservé, à supposer qu'on s'inscrive dans ces propositions au personnel, parce qu'on fait des vases communicants, c'est bien, mais ce n'est pas forcément si simple. Et je crains, mais ça se traduit aussi par un constat. Les incidences financières n'ont pas été proposées pour l'ensemble des scénarios, il n'y en a que 2,
Donc, quand on essaye de justifier une position par rapport à deux hypothèses, c'est qu'on privilégie quelque part ces deux hypothèses et on voit bien que ces chiffrages, ils sont appréhendés sur une vision très, très économique. Donc, pour nous, avec un angle qui est très court-termiste, qui est incomplet, qui ne prend pas en compte les besoins qui sont liés au vieillissement de la population, ni le déficit abyssal des dépenses de santé conséquence de la pandémie. C'est inéquitable aussi, je me permets de le dire, pour les classes moyennes, parce que j'ai bien vu que le bouclier, comment dirais-je, sanitaire n'était plus dans les propositions, mais enfin, il a quand même été glissé dans les annexes, ce qui veut dire que, attention, ne l'oublions pas. Et puis, je dis qu'il est aussi incohérent, ce rapport. Il ne vous a pas échappé non plus qu'il y a un accord cadre qui vient d'être signé dernièrement par l'État pour la protection sociale des fonctionnaires, la protection sociale complémentaire des fonctionnaires. Donc, attention, là, on est, je ne veux pas faire de parallèle, mais il n'y a pas longtemps, on était en train de dire qu'il faut unifier les systèmes de retraite. Et quand on parle de la complémentaire santé, on imagine quelque chose d'autre, sachant aussi, pour rebondir sur la prévoyance, que le régime des fonctionnaires est en train de négocier la prévoyance. Alors là, c'est vraiment une belle avancée et j'espère que ça nous permettra de suivre. Alors, la position de la CFE-CGC par rapport à tout ça, bon, vous l'avez compris, nous sommes tout de même très critiques. Nous, ce que l'on pense important, c'est de conserver, je l'ai déjà un peu indiqué dans mes propos, conserver l'architecture qui est en place en l'améliorant, parce que nous sommes d'accord sur le fait qu'il y a des failles indéniables au système actuel, mais le rapport n'apporte pas des solutions satisfaisantes. Je pense qu'il met aussi de la poudre aux yeux, c'est-à-dire, oui, on a beaucoup mis le prisme sur les retraités. Alors, bien sûr, on sait bien que les retraités, dans le système actuel, ils ont un dispositif qu'ils n'auraient pas du tout favorable, dans la mesure où, lorsqu'ils sortent de l'entreprise, ils ont un maintien sur 3 ans, qui d'ailleurs va être progressif au niveau de l'évolution des cotisations, et puis ensuite, arrange-toi comme tu peux, hein, mais là, on leur dit, presque, on va leur dire, mais vous allez payer beaucoup moins, mais ce qu'on oublie de leur dire, mais pour avoir quoi en contrepartie? Parce que quand même, il faut se rendre à l'évidence que quand on parle de garantie santé, c'est qu'est-ce que je peux faire quand je suis malade, comment je choisis mon médecin, dans quel hôpital je peux être pris en charge. Et tout ça, le rapport, moi, je ne l'ai pas vu. Donc, moi, je suis à penser pour ce qui est de la solution un peu phare, c'est-à-dire le scénario tout sécurité sociale, qu'on nous propose un système au rabais qui ne correspond pas aux besoins des assurés. Et puis, ça met à mal toute la synergie que l'on trouve entre AMO et AMC. Et en fait, ça n'est justifié que par des économies d'échelle. Alors, les avantages de ces régimes complémentaires, j'y viens très rapidement. Je vais aider ceux qui nous écoutent à répondre à leur quiz. Hein. Adaptation des garanties, puisque elles sont négociées par les partenaires sociaux dans la branche. Pascal nous a présenté tout à l'heure la branche dont elle est présidente. Et effectivement, les besoins ne sont pas les mêmes selon les risques encourus au regard de l'activité. Et ça constitue pour moi une vraie valeur ajoutée. C'est-à-dire on n'est pas dans une proposition qui est uniforme. Ça répond aussi à l'équité, à la solidarité. Je vais passer vite parce que vous avez eu toutes les indications. Et sur le plan financier, bien sûr, ça répond à tout l'intérêt qu'amène une mutualisation.
Je voudrais terminer juste pour illustrer un petit peu ces éléments qui me paraissent très importants, citer l'enquête qui a été faite, enfin la dernière enquête qui a été faite dernièrement par le CETIP et le CREDOC. Hein, donc c'est toujours intéressant de savoir finalement, nous on est là pour porter certaines positions, mais c'est aussi intéressant de voir comment les salariés, les entreprises considèrent eux les avantages que nous soutenons. Eh bien, vous pourrez consulter cette enquête et en fait elle confirme le très fort attachement des salariés et des entreprises sur cette couverture complémentaire, ainsi que le fait que les employeurs la plébiscitent à 90%, et les salariés également considèrent que la négociation collective permet d'obtenir de meilleures garanties et que la prise en charge partielle des cotisations par l'employeur est un véritable avantage. J'ajoute qu'il y a un rapport DRESS aussi qui a été publié dernièrement. Il porte sur l'objet, c'est la situation financière des OCAM. Il constate que le taux de redistribution des cotisations a diminué, mais il constate aussi que les contrats collectifs apparaissent plus avantageux pour les salariés, 85% des cotisations versées en prestations contre 71% en individuel. Voilà, c'était juste pour objectiver les choses. Je crois que vous avez compris mon attachement à ne pas bouleverser cette architecture et à l'améliorer au travers, effectivement, ce que nous pourrions imaginer, un accord pour rendre la prévoyance obligatoire. Très bien. Non seulement on l'a compris, mais en plus on a perçu l'enthousiasme avec lequel, Mireille, vous le présentez. Pour ceux qui ne comprennent pas d'ailleurs le rôle des partenaires sociaux en France, je pense qu'on fait la démonstration ce matin de la maîtrise technique qu'est la vôtre, autant les employeurs que les salariés, ce qui n'est pas bien perçu par le grand public. Ils ne comprennent pas nécessairement le rôle de chacun hein, dans ce monde-là important. On note, Mireille, le faisceau d'indices qui a été présenté, très intéressant, en disant qu'il y a des messages quelque part qui vont dans une certaine direction, donc il faut quand même être attentif à ce qui va se passer. L'efficience du système santé, est-ce qu'on peut participer à améliorer l'efficience du système santé? Ça rebondit sur ce qu'a dit Cyril Chabagnier tout à l'heure sur les déserts médicaux, la problématique de l'accès aux soins. Est-ce que chacun peut apporter sa contribution dans ce domaine-là? On en est à peu près tous convaincus. Hein. En tout cas, oui, puis leur pointer du doigt la fonction publique, ce qui se passe dans la fonction publique, très important, parce que c'est tout un pan de la protection sociale complémentaire qui est en train d'être bouleversé, hein, donc à suivre de très près. Voilà, les deux représentants des organisations de salariés se sont exprimés. Nous n'oublions pas FO, CFDT, CGT. Certains négociateurs sont connectés avec nous ce matin. N'hésitez pas hein, sur le fil de discussion, si vous voulez passer des messages, on les donnera tout à l'heure. Et puis on écoutera plus tard, dans les prochaines semaines, prochains mois, les positions des trois autres organisations de salariés. Pour terminer le tour de table, on a le plaisir d'accueillir Philippe Gauge. Donc Philippe Gauge, bienvenue. Quelle branche représentez-vous? Quelles sont vos différentes missions? Si vous voulez bien vous présenter. Voilà, alors je prendrai peut-être un petit peu plus de temps pour présenter nos différentes missions, puisqu'on en a plusieurs, et je serai sans doute beaucoup plus court, parce que nouveau aussi, sur le sujet, sur la partie HCAM. Donc moi, d'abord merci à vous de nous accueillir. Et puis, donc moi, je suis à la fois, d'abord le président de FEDELEC, qui est une des fédérations qui représente le commerce de l'électronique et la réparation en électronique grand public. Nous avons environ 4500 entreprises adhérentes, dont environ 1900 dans le domaine de la branche qui concerne la G2R, et celle de l'électronique et de la réparation grand public. Plutôt des petites entreprises, pratiquement tous nos adhérents sont des moins de 50. La moitié d'entre eux travaillent seuls, et leur moyenne, c'est 4,5 salariés. On donne à peu près un panel. On a toujours été, dès le départ, on est dans des métiers qui, je pense qu'on se rend peut-être compte, sont des métiers à risque. On s'électrocute, on travaille en hauteur quand on pose des antennes ou quand on est sur des toits. Et puis, comme les autres, on porte
des lourdes charges parce qu'il y a des machines à laver. On est en contact, on vend, donc on est en contact avec un public parfois de plus en plus difficile aujourd'hui, et donc source de stress, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans cette partie-là avec nous. On a développé depuis 1991, à cause du grâce finalement aux habilitations électriques, tout un système de prévention et de formation grâce à des aides et des partenariats avec la CNTS, l'INRS, l'OPPDPT, etc. Voilà, et puis on développe des supports de communication, des ateliers et des outils, et notamment, par exemple, on avait été reçu à Carrefour il y a quelques années pour voir qu'est-ce qui se passait dans d'autres branches, et ça nous a beaucoup appris. On a vu qu'on n'était pas forcément en avance, bien que étant dans une branche à risque, on n'était pas forcément en avance sur d'autres branches. Vous avez dit tout à l'heure avec Boulangerie, on pourra en revenir, qui ont fait des choses et qu'il nous faudrait copier. Alors, vous avez également une autre mission, voilà. Philippe, intéressante aussi en lien avec les sujets de protection sociale. Tout à fait. Alors, notamment, je m'occupe d'un centre de santé au travail. C'est peut-être de ça que vous voulez parler. C'est un centre qui a aussi une spécificité. Il a été fondé dans les années 50 par les artisans de la Chambre des métiers de Paris, parce qu'ils ne voulaient pas partager avec les plus grandes entreprises, ce qui se mettait en place. Et puis, il est paritaire depuis le début. Le paritarisme dans les services de santé au travail, ça date de 2012-2014, je crois. On est paritaire depuis le début, ce qui était une possibilité. Moi, en 2004, quand je suis devenu président, ma vice-présidente était CGT. Le trésorier était FO, et aujourd'hui notre vice-présidente est CGT et notre trésorière est CFTC. Voilà, donc c'est pour ça que tout à l'heure, vous avez forcément une bonne relation avec sa trésorière. Bon, la CDC n'est pas dedans. J'attendais. Le président de notre commission de contrôle. Voilà. Sauvé. Pardon. Le président de notre commission de contrôle est CGT. Voilà. Donc, on regroupe ensuite plus de 400 000 salariés. C'est assez conséquent, finalement, par rapport à la moyenne, 210 environ services de santé en France. Donc, ça fait à peu près 80-90 000 salariés suivis en moyenne. Donc, 400 000, c'est plutôt gros. On a ensuite 15% des salariés de l'Île-de-France. Alors, c'est là où, peut-être on pourrait revenir tout à l'heure, c'est que, du coup, ça reste un SST de taille moyenne. Enfin, nos adhérents, ils ont en moyenne 12 salariés. Donc, même si on a beaucoup, et c'est une spécificité. Le plus grand service d'Île-de-France, ses adhérents ont en moyenne 25 salariés. Vous voyez, donc ça veut dire que quand au SIAM, on a en moyenne 12 salariés, c'est qu'on a une politique depuis très longtemps pour être bienveillant ou bienvenu pour les petites entreprises, et que par contre, il y en a peut-être d'autres. Il y a une certaine sélectivité qui fait que on se retrouve avec des moyennes à 25 salariés. Donc, c'est pas facile de suivre le secteur diffus, et c'est là où on a besoin éventuellement on recherche des complémentarités. On a toujours été très, très en avance avec des protocoles infirmiers, des cellules de prévention des insertions. Depuis très longtemps, on a toujours été très en avance sur la réglementation. Voilà. Très bien. Alors, c'est intéressant d'avoir cette double vision, hein, à la fois président de votre secteur, de votre fédération FEDELEC, président d'un service de santé au travail. Alors, on a oublié de dire que FEDELEC vous êtes adhéré à l'UDP. Hein, donc là, on a. Voilà. Alors, donc, quelle est la position de votre organisation sur le rapport alors? Tout à fait. Dans ce cadre-là, donc moi, j'ai été promu donc dans le Conseil national de la prévention de la santé au travail. Donc là, je suis un peu bisu, hein, je suis un peu le petit nouveau de la classe, donc je peux faire un rapport d'étonnement. Mais finalement, ce rapport d'étonnement, il coïncide tout à fait, parce qu'il y a quelques jours, on préparait cette journée, et puis on échangeait ensemble sur ma vision, c'était ma vision de comment on pouvait voir le rapport, de ce qui était important et tout. Et puis, entre-temps, il s'est croisé le UDP, que je représente ou dont je fais partie, a donc fait un certain nombre de synthèses. Et j'ai eu le plaisir de retrouver dans la synthèse exactement ce qu'on avait échangé. Alors, je vais me permettre juste de le citer. On regrette évidemment que tous les éléments n'ont pas été chiffrés.
L'incertitude, en particulier sur les non-actifs, pour les jeunes qui rentreront et pour les retraités qui partiront, on a vraiment une grosse incertitude sur ces flux. Tout à l'heure, Alexandre en a un petit peu parlé sur un peu le paritarisme en question, hein, sur les accords forcés, sur l'intervention de l'État, etc. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui fait l'unanimité autour des tables sur l'importance des partenaires sociaux et des concernés. Et puis, autant et surtout sur l'importance de la mutualisation. Et ça, c'est vraiment très spécifique à nos TPE. Moi, je vois bien la différence entre un Philippe Gauge qui gère un centre de santé où il y a 350 salariés avec un CSE et un Philippe Gauge qui gère une entreprise de 5 salariés. C'est absolument pas la même chose. On n'a absolument pas les mêmes besoins. Moi, en tant que adhérent à 350 salariés d'un autre centre de santé au travail, je suis très content. Le médecin du travail, il vient au CSE, il vient dans l'entreprise, etc. Bon, en tant qu'entreprise de 5 salariés, médecin du travail, heureusement, je ne le vois que dans les mauvais cas, quand il y a un problème d'adaptation de poste, quand il y a un problème d'insertion. Et je comprends bien aussi que c'est compliqué de déplacer un bac plus 11 dans chaque entreprise de France. Bon. Voilà, donc on a ça. Donc, et pour en revenir à nos accords, il est absolument nécessaire de conforter le rôle des branches professionnelles en matière de dialogue social, et en particulier pour la protection sociale complémentaire. On l'a vraiment vécu, nous, dans notre branche électronique. Les branches professionnelles doivent être en mesure de mettre en place des dispositifs mutualisés en matière de complémentaires de santé et de pension, en particulier pour les petites entreprises. C'est quelque chose dont on souffre dans tous les compartiments de jeu. Là, aujourd'hui, on parle de mutuelle, on parle de prévoyance, mais si on parle d'accident du travail, de tout accident de travail, c'est pareil. Si on parle de protection juridique, c'est pareil. Voilà, tout est, si on parle de prud'homme, c'est pareil. Donc, toutes les petites entreprises ont besoin d'avoir des outils collectifs. Garder cette... Et accepter la contrainte, accepter la contrainte de l'adhésion pour renforcer, pour défendre l'intérêt collectif, l'intérêt général. Chacun le comprend bien. D'ailleurs, c'est pour ça, tout à l'heure, on disait que le mot désignation ou co-désignation ressort, qui va peut-être générer encore du hérissement de poils, mais oui, on revient sur l'idée de la mutualisation qui produit de la solidarité. Je fais partie, je commence par partie des cheveux blancs, si vous en avez encore. Il y a 30 ans, on avait des grandes discussions pour la mise en place des indemnités journalières dans l'artisanat. Il a fallu se bagarrer pour s'obliger à avoir une union de cotisation, pour s'obliger à avoir des indemnités. Donc, heureusement qu'on est arrivé à ces contraintes. Et sincèrement, je me suis fait à l'époque des ennemis que dans les anciens. Il y avait des incompréhensions sur la mise en place d'obligations de taxation. Heureusement qu'on a ça aujourd'hui. Très bien. Quand vous parlez du contraste que vous vivez en tant que président d'un service de santé au travail de 350 salariés, puis vous faites le contraste avec votre responsabilité de chef d'entreprise de 5 salariés, c'est intéressant ce vécu-là. Ça n'a pas toujours été facile, on le voit par expérience, quand on a vécu la période de la désignation, on a vécu aussi dans les branches de TPE des résistances de chefs d'entreprise qui ne comprenaient pas que la décision descendait de la convention collective et qu'on était contraint d'être fléché à un endroit. Et comment vous faites pour passer des messages, pour rassurer vos adhérents, leur dire à quel point la mutualisation et la défense des intérêts communs a un rôle important? C'est le rôle de FEDELEC. Bien sûr. Alors, en même temps, bien sûr qu'on passe ces messages. Et malheureusement, on a mais ils ont une ligne, c'est-à-dire que quand on fait un standard, ce standard ne remporte pas la majorité des choses si on n'en fait pas une obligation. C'est malheureux à dire, mais ça ne suffit pas. Donc, on tient quand même, on est quand même victime de cette démutualisation. Je voudrais donner un exemple qui est parallèle. On a mis en place une protection juridique, quelque chose d'assez franchement. Protection juridique. Le tarif de la protection juridique individuelle, c'est 400 €. On a négocié un accord de groupe
Pas obligatoire, un accord de groupe. Ceux qui sont en accord de groupe, c'est 200. Pas un groupe, mais c'est pas tout le monde. Certains de nos départements ont négocié, ont accepté que tous leurs adhérents soient obligés, enfin, maintenant, c'est 100. C'est trop. Donc, d'ailleurs, je vais individuellement, je paye 400, à une fois collectif, un accord de groupe, je paye 200, et si j'engage toute ma profession, je paye 100. Alors, le parallèle, c'est pas complètement, mais quand même, il est évident. Alors, ensuite, il y a un problème de retrait des grands groupes. Il faut dire les choses. On a besoin, si on veut avoir des bons prix, il faut de la concurrence. Si on décourage les grands groupes parce que c'est plus intéressant de nous assurer, si on nous assure un sur 3, je comprends parfaitement moi je suis chef d'entreprise, je comprends parfaitement ça. Si j'envoie mes commerciaux une fois sur 3, ou si j'envoie mes commerciaux une fois sur 2, ou si j'envoie mes commerciaux à tous les coups, je sais où je les envoie, ou je les envoie pas. Bon. Donc, c'est important de pouvoir avoir ces accords. Et donc, il faut évidemment qu'on puisse ne pas décourager ces grands groupes. Moi, je rappellerai par exemple le problème qu'on a eu à la décennale à la fin des années 90, où on avait pris un moment que 2 assurances qui acceptaient d'assurer la décennale parce qu'il y avait eu des catastrophes. Eh bien, on s'est retrouvé avec des entrants à la profession qui n'arrivaient plus à s'assurer, qui n'étaient pas pris, qui s'assuraient à des coûts monstrueux, qui étaient impossibles pour les jeunes qui commençaient. Voilà, et puis je termine par les actions de prévention. On parlait tout à l'heure avec la boulangerie, par exemple. C'est un bon exemple. Comment voulez-vous faire des actions de prévention si, quand vous extrayez d'un fichier des connards, vous faites quelque chose avec ces connards et vous vous apercevez qu'il y a seulement une personne sur 3 qui est à la G2R, qui est chez un préventeur. Forcément, comment est-ce qu'on va avoir un partenariat avec ce groupe si finalement on lui propose un fichier à coup où il n'y a qu'une personne sur 3 qui est de son domaine? C'est pas possible. Il faut qu'on puisse avoir des actions sur des branches qui soient standardisées et qu'on puisse avoir des partenariats qu'on puisse proposer des partenariats à nos préventeurs larges. Je suis sûr que lorsqu'on intervient chez nos adhérents ou chez nos mandataires, eh bien, on doit chez vos ressentis. Merci beaucoup Philippe Gauge. Donc, c'est intéressant d'entendre la voix aussi des entreprises plus petites qui sont très bénéficiaires en fait des accords que vous négociez les uns les autres pour vos ressortissants. Voilà, on a fait le tour de la question en vous interrogeant tous les 4. Merci beaucoup de chacune de vos interventions. Alors, si je faisais une petite synthèse un peu de tout ce que l'on s'est dit, on va bientôt terminer notre petit déjeuner culture branche. J'ai noté 2-3 éléments et j'entendais parler de l'équilibre AMO-AMC, Mireille, vous disiez équilibre AMO-AMC, l'assurance maladie obligatoire et la complémentaire. Nous, on le souhaite. Je rappelle d'ailleurs que les institutions de prévoyance sont régies par le Code de la sécurité sociale. Tout le monde ne le sait pas. Un organisme à but non lucratif avec une vocation sociale et géré paritairement. C'est quand même ça notre mission. C'est pour ça qu'on est souvent dans les branches d'ailleurs. C'est vous qui avez créé les IPE. Vous êtes les gouvernants des institutions de prévoyance. On ne l'oublie pas. Et on a beaucoup de plaisir au quotidien à échanger avec nos collègues de la sécurité sociale, en particulier la branche AT-MP, la branche accident de travail et maladies professionnelles. Assez naturellement, on peut échanger avec cette branche parce qu'il y a une approche aussi assez spécifique et par secteur professionnel. Notre objectif, c'est de travailler à l'adaptation des garanties branche par branche, trouver des solutions sur des éléments de solidarité et d'équité et la maîtrise financière. Philippe Gauge, je vous disais tout à l'heure, on faisait une comparaison avec la protection juridique. Là où il n'y a pas un parallèle, c'est dans la partie financière. En fait, ce n'est pas parce que vous mutualisez beaucoup de personnes que vous allez faire écraser les prix. Les prix se stabilisent quand vous avez une masse de population assurée. Il y a souvent une pensée, au plan technique, c'est clair. La santé, elle est la même qu'on soit dans un contrat de 80 000 salariés ou de 250 000 ou de 10. Simplement, plus vous mutualisez, plus le système est stable. Et la stabilité en protection sociale, vous imaginez à quel point elle est importante. Et effectivement, ceux qui jouent le jeu de quitter des systèmes mutualisés se mettent en danger, et une entreprise de petite taille peut être encore plus en danger qu'une autre. À propos des membres du HCAM, et on a entendu les coulisses, merci beaucoup. On veut des choses un peu croustillantes. C'est vrai qu'une vidéoconférence à 70 où chacun doit s'exprimer, j'imagine que le temps de parole doit être relativement court. Vous avez la liste des membres du HCAM pour ceux qui sont intéressés en ligne, on l'a mis dans le fil de discussion.
Donc regardez qui les compose. Vous avez la liste nominative des membres du HCAM, on vous l'a donné. Et les enquêtes citées par... nous les mettrons en ligne, on va voir si on peut la retrouver aujourd'hui ou sinon on vous l'enverra. L'enquête du type Crédoc et le rapport de l'adresse, intéressant de le voir, on vous l'enverra, on vous la mettra en ligne. Puis je voudrais juste aussi dire un mot sur la protection sociale de branche, notre point de vue, nous, du point de vue AG2R mondial. Moi, j'aime bien utiliser le mot, en fait, ce que l'on observe en tant qu'acteur à vos côtés, et on le fait avec beaucoup de sincérité et aussi en même temps de modestie. On doit être à vos côtés pour traduire une vision politique. J'aime bien dire que c'est comme les œufs, des poules élevées en plein air. Vous savez, le label bio élevé en plein air garantie de qualité. La protection sociale négociée par les partenaires sociaux, c'est de la protection sociale élevée en plein air, bio. Et elle est faite avec les parties prenantes. On est beaucoup en train de parler de la RSE. Eh bien, en fait, la protection sociale dans les branches, mais je le dis parce que le grand public ne le sait pas, c'est qu'elle est faite avec les parties prenantes. Vous l'avez vu ce matin, vous avez vu les 4 intervenants, représentants des employeurs et des salariés. Vous êtes en mesure de défendre les intérêts de chacun de vos mandants. Et donc, c'est comme ça qu'on fabrique une protection sociale qui tient la route. La transparence avec laquelle on pilote le système, quand on vous présente les comptes, dans le détail, dans le menu, poste par poste, son évolution, y compris vous entrez dans les mécanismes de gestion, cette transparence est aussi une garantie de sérieux et de solidité dans la durée. Donc n'oubliez pas cette idée, je reste sur le système des œufs et des poules élevées en plein air, voilà, si vous voulez retenir quelque chose. Et puis, en conclusion, les régimes de branche, malgré la fin des clauses de désignation 2013, ils tiennent bon. Et ça, c'est la grande surprise. On était tous très inquiets à la fin des clauses de désignation, mais en fait, pourquoi ça tient bon? Par la qualité de leur contenu, en fait. Et c'est dommage qu'ils soient quand même potentiellement fragilisés par des pertes en ligne de mutualisation, parce que les uns et les autres répondent à des chants de sirènes qui ne durent pas longtemps en général. Ça ne dure pas très longtemps, 2-3 ans, et certains veulent revenir dans les accords de branche. En tout cas, ils tiennent bon, même s'ils sont attaqués et fragilisés, mais ça tient aussi à votre expertise, à votre sérieux, à votre investissement, et puis j'espère aussi à la nôtre, à vos côtés. Voilà. En conclusion, Véronique, Madame Culture Branche, alors, qu'est-ce que tu peux dire en conclusion? Alors oui, en conclusion, déjà, dire que ce que vous avez vu sur le fil de discussion, vous le retrouvez aussi sur Culture Branche, le site, qui est conçu en fait comme une boîte à outils pour les négociateurs de branche en matière de protection sociale. Je vais récupérer les repères, les outils, et rectifier par rapport à la synthèse du rapport qu'on a produit. On n'a pas pu la mettre sur le fil de la manifestation, c'est trop lourd. Donc on va vous l'envoyer juste après et vous la retrouverez dans les productions qui vont faire suite à notre petit déjeuner de ce matin, la synthèse, ainsi que le replay. Le replay, vous l'aurez dès demain sur le site. Et j'en profite pour dire que tous les événements dont on a parlé, on a rappelé certains à notre bon souvenir, sont disponibles aussi sur le site Culture Branche. N'hésitez pas à reprendre des vidéos ou des synthèses si vous avez besoin. Pour l'agenda, donc l'agenda 2022, nous serons ravis de nouveau de vous accueillir, bien sûr, alors parfois en présentiel et en distanciel. On va vous donner ça au fur et à mesure dans les invitations qu'on va vous adresser. Notre prochaine manifestation, elle sera en présentiel, c'est sûr, puisque c'est un happy hour, donc Culture Branche, qui aura pour thème la loi santé au travail et ses décrets. Le principe, c'est 1 heure, un sujet, et ensuite une dégustation. Voilà. N'oubliez pas la partie dégustation. Sinon, c'est pas. Sinon, avec des œufs élevés en plein air. Tout à fait. Donc voilà, on vous attend nombreux le 19 mai dans nos locaux de Malzerbe. Le 6 juillet, on aura une rencontre des branches de l'ESS avec un beau sujet, puisque le sujet sera dans l'économie sociale et solidaire, il y a économie, et donc ce sera sur un format matinée. Avec si tu permets, Véronique, aussi une orientation sur la transition démographique. On va faire un gros travail préparatoire sur l'impact de la transition démographique à l'occasion des branches de l'économie sociale solidaire, mais plus largement toutes les branches. Et donc, vous serez tous les bienvenus, voilà.
comme source d'inspiration, éventuellement pour celles qui ne seraient pas directement concernées par l'économie sociale et solidaire. Le 6 juillet. Début septembre, nous aurons la 14e présentation du baromètre de l'absentéisme et de l'engagement émis à l'Agenda mondial. Et le 6 octobre, un autre petit déjeuner, comme ce matin, sur le thème de la RSE, Objectifs du développement durable et action de branche. Et pour terminer l'année, le 17 novembre, la rencontre annuelle de toutes les branches, la rencontre culture branche, qui devrait être, selon ce qui se passera dans les semaines à venir, sur la réforme des retraites. Mais peut-être qu'on changera aussi. Enfin, si vous avez des idées, le thème sera la retraite, on verra comment on enrichira, en tout cas on s'adaptera à l'actualité. Merci beaucoup, je tiens à saluer le travail de Véronique Caron et de son équipe, de nos collègues de la direction de la communication qui sont dans les coulisses à nous soutenir, merci infiniment. Donc merci Mireille Dispo pour votre intervention très appréciée, merci Pascal Gouzy, je crois que Pascal Gouzy n'est plus connecté, mais en tout cas merci beaucoup de votre intervention. Cyril Chavagnier, j'étais ravi d'accueillir le président confédéral de la CFTC. Philippe Gauge, merci beaucoup également de votre intervention et la présentation de l'UDP. À bientôt en présentiel. Merci beaucoup pour votre participation. Très bonne journée à tous. Merci. En attendant, n'oubliez pas d'interagir avec nous sur les réseaux sociaux ainsi que directement. On sera à votre disposition pour échanger et prendre vos propositions de sujets de thème ou toute autre idée sur Culture Branche. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci.